camp de la patrie qui cache la proposition de Martin Fayoulou et puis les révélations de Jean-Pierre Bemba, des vives réactions. Pourquoi cette sortie médiatique en ce moment, alors que de plus en plus les Congolais appellent à la cohésion nationale? Revers diplomatique du Rwanda, après avoir échoué au niveau des instances internationales, RDC a donc gagné d'abord un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Avant, c'était son élection à la vice-présidence de l'Assemblée générale pour la session, la 80e édition, la session qui commence au mois de décembre, plutôt septembre à New York. Et puis, au niveau de la CEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, le Rwanda a été recalé, pays agresseur. C'est Malabo qui continue à accueillir les chefs d'État et de gouvernement de cette communauté ou cette sous-région africaine. On nous annonce que le 15, c'est dans quelques jours, à Washington, il y aura signature d'un premier accord entre la RDC et le Rwanda pour la paix. Est-ce que Kagame y sera-t-il réellement? Certaines langues parlent d'un souci de santé. D'autres disent qu'il a toujours été malade, mais cette fois-ci, est-ce que ce n'est pas le malade imaginaire qu'on nous a enseigné à l'école? Moi, je pose seulement la question. Et puis, l'accord stratégique sur les minerais critiques entre Washington et Kinshasa, nous, au lieu de verser dans le bétonnage ou dans les louanges, l'adoration, nous disons tout simplement, pour cet accord, Kinshasa prend-il la mesure pour que le pays gagne? Nous allons nous interroger autour de cette table 4 invités. Mutabazi, Sekimognon, Mutabazi. Mutabazi, avec Z. Oui. Vous êtes professeur de droit et plutôt d'économie, analyste politique, souvent entre Kinshasa et États-Unis. Quand vous venez, c'est souvent quand il y a des problèmes. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes rentré dans votre pays. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il a plu hier? Parce qu'on va m'accuser de tout. J'espère que la rivière ne va pas déborder. On va dire que c'est ma faute. C'est parmi ceux qui disaient que il fallait que Goma et Bukavu soient occupés par les voisins, et c'était pour faire vite marcher les choses. Et les résultats apparemment semblaient encourageants. C'était le seul qui disait qu'il fallait que ça soit occupé. Anne Gréco, juriste, avocat et puis activiste des droits de l'homme, elle n'est plus à présenter. Je dois dire avec précision que c'est parmi les juristes qui appelaient les autres, comme le camp de Kabila, l'entelantela, pour dire les vagabonds. C'est comme si elle avait prophétisé, elle appelait Kabila usurpateur, il appelle souvent Kanambe, Hippolyte Kanambe. C'est parmi ceux qui ont pris la parole avec courage avant Jean-Pierre Bemba et tant d'autres. Alors, à mon extrême droite, je reçois Destin. C'est pour la première fois sur ce plateau, Kadundao, coordonnateur du réseau, je dois le dire avec précision. Oui, Destin Kadundao, vous êtes le coordonnateur national du réseau GATT-RN, team leader adjoint du groupe de travail thématique mines et hydrocarbures. Voilà ce que je peux dire. Et souvent dans le Nord Kivu, vous êtes à Kinshasa pour la circonstance. La ville est sous occupation des incirconcis. Bienvenue. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Johnson Ishara n'est plus beaucoup à présenter, mais c'est la première fois qu'on le reçoit ici. Johnson, vous êtes le coordonnateur national, régional ou national? National. Voilà.
j'ai besoin de cette précision, c'est très important, du groupe d'appui à la traçabilité, c'est ça? C'est moi encore. Ah, là, c'était encore vous. C'est Gateren. Alors, Johnson, vous êtes à la tête d'une ASBL. Présentez-nous un peu de mots parce que c'est très important. Voilà, je suis à la tête d'une ASBL dénommée Dynamique Génération Consciente. Génération Consciente parce que nous nous inscrivons dans la logique de cette partie de Congolais qui estime que l'homme congolais actuel, il a failli, qu'il fallait réinventer un nouvel homme. Et notre imaginaire est orienté vers ces travails-là. Et nous intervenons dans 6 domaines différents. Le premier, nous sommes dans l'éducation, qui est pour nous un facteur très clé pour le changement d'un peuple. Le deuxième, nous sommes dans la bonne gouvernance démocratie. Nous sommes dans le droit humain. Nous sommes également dans l'entrepreneuriat. Et les derniers, c'est que nous sommes dans la bonne gouvernance. À Kinshasa, poussé par les événements ou bien vous êtes en mission de travail? Alors, c'est dès au même moment que j'étais en mission de travail, quand la ville est tombée, et que j'ai eu du mal à rentrer encore dans ma ville. La ville n'est pas tombée, elle a été occupée. Bon, c'est une manière de dire, en d'autres termes, la ville était occupée par cette armée rwandaise sous la casquette du M23 et qu'il n'y avait plus moyen pour nous de rentrer. Et donc, voilà comment nous nous retrouvons un tout petit peu comme de déplacés de guerre à Kinshasa. Très bien. Alors, nous allons... Johnson, je l'ai déjà reçu ailleurs, mais ici, c'est la première fois on ouvre. Ce ne sont pas des hostilités, mais c'est un partage républicain. On n'a pas ici le camp des anges et le camp des démons. Nous parlons République. On a choisi de parler d'abord de l'accord stratégique RDC, États-Unis d'Amérique. On commence par professeur Mutabazi Sekimunyu. Le Rwanda, vous qui venez des États-Unis, est-ce qu'il est secoué par ce deal en gestation? En fait, ce n'est pas le deal qui secoue le Rwanda. Ce n'est pas le deal. C'est autre chose qui se passe derrière le deal, la signification du deal. Mais d'autre part, on doit laisser le Rwanda d'un côté. On doit parler du deal, qu'est-ce qu'il vaut, qu'est-ce qu'il va représenter, oui, et les potentiels. Par exemple, je dis, les gens disent, qu'est-ce que je pense du deal? Je dis, c'est refuser la colonisation rwandaise pour accepter la colonisation américaine. Mais derrière le Rwanda sont les multinationales anglo-saxonnes. Oui, mais on pouvait, je dis, on pouvait frapper le Rwanda avec des sanctions. Maintenant, on est en train de faire de potentiellement 1908. Ça veut dire qu'on est passé de la colonisation du roi belge à la colonisation de la Belgique. Je dis, on a agrandi, on a aggravé la situation. J'aurais voulu voir plutôt, sur question de politique économique, voir un deal entre les entrepreneurs, les commerçants, disons, congolais, les entreprises congolaises avec les entreprises américaines, sous l'égide du gouvernement congolais et du gouvernement américain. J'aurais voulu voir ce genre de deal. Alors, sans ça, il y a toujours un problème qui inquiète, par exemple, les Américains. Même si on signe un deal, ce cobalt, on ne peut pas le creuser dans un jour. Ça veut dire 2028, il y aura quelqu'un d'autre qui va venir, qui peut changer le deal. Parce qu'on vient de voir Trump le faire. Trump a donné les gens l'exemple, le goût, qu'un nouveau président peut se présenter en 2028 et changer de deal. C'est pour cela qu'on voit l'indication. Par exemple, vous voyez en Arabie Saoudite, Trump y est allé. On va en Ukraine, on a vu le secrétaire Marco Rubio, il est allé. Mais ici, on a eu un représentant du gouvernement américain. Les intérêts ne sont pas à la page. Je dis, mais on peut faire la dérive, faire Kabila sous lui. Parce que sous Kabila, il y avait la sécession financière économique du Katanga. Ce que les Belges n'ont pas pu faire en 1960 avec les multinationaux, ils ont fait ça sous Kabila. Ça veut dire qu'on a perdu Jekamine, on a perdu tout. Aujourd'hui, le Katanga minier est... On a perdu la MIBA, la minière de Bakwanga, tuée par le régime Kabila. On n'a non seulement pas perdu la MIBA, mais on a oublié. On a oublié la MIBA. Ça n'existe plus. Alors c'est ça que j'ai peur d'avoir, parce qu'aujourd'hui, je vois idéologiquement, comment je vois je les appelle les conservateurs, le camp Tshisekedi et celui de Kabila. Idéologiquement, de l'approche dans cette négociation, c'est la même chose.
On va vendre le minerai, on va vendre des intérêts, on va garantir des choses à d'autres pays aux multinationaux des autres pays. C'est le deal avec le multinational américain, mais en contrepartie, il n'y a pas le Congolais, il y a le Congo. Et c'est ça qui m'inquiète le plus. Quel est le distinguo entre les Congolais et les Congos? Il y a le Congo dedans, mais il n'y a pas les Congolais. Ça veut dire que c'est un deal entre le gouvernement américain et le multinational, le gouvernement congolais multinational américain. Ça s'est fait avec l'AMIBA, ça s'est fait avec la GECAMINE. Moi, je voulais plutôt voir, je criais, je dis, il fallait que le président Tshisekedi amène les compagnies congolaises, d'une façon ou d'une autre, d'avoir des deals avec des compagnies multinationales américaines sous l'égide des gouvernements américains et congolais. Mais ce n'est pas la formule qui a été adoptée. Et voilà. Anne Gréco, est-ce que vous croyez en ce deal, en cet accord stratégique pour sauvegarder le Congo de la prédation et puis du démembrement et amener la prospérité? Est-ce que vous y croyez, vous? Bien sûr. Je crois qu'on a perdu trop de temps à tuer les gens de Goma, de Bukavu, de l'Est. L'accord qui va se signer le 14 et le 15, c'est-à-dire demain et après-demain, est un accord important. Il n'y a que la puissance américaine aujourd'hui qui peut stopper le Rwanda. Parce que derrière le M23, AFC et autres groupes, c'est toujours le Rwanda qui agit et qui est un État terroriste. Aujourd'hui, il est lâché. Il est lâché parce que les Occidentaux ne veulent pas porter le chapeau de ce qu'eux-mêmes ont fait il y a 30 ans. Ça a commencé avec Clinton et ça a continué. Et aujourd'hui, nous avons un chef d'État qui met le poing sur la table et qui dit stop, nous ne pouvons plus faire ça. Nous allons faire un accord gagnant-gagnant, mais il faut la sécurité. Donc, on a vu Kagame jouer le malade imaginaire, parce que la CIA, j'ai vu, a fait le rapport des voyages qu'il a fait juste avant d'être hospitalisé en Allemagne. Évidemment, il va perdre la face. Il va perdre la face parce qu'il est le grand perdant. Et éventuellement, aussi la porte de sortie de Kagame du Rwanda. Parce qu'il faut que le changement ait lieu aussi dans ce pays-là. Alors, cet accord stratégique est important. D'abord, pour rationaliser la distribution, la vente des minéraux. Ce que les États-Unis ne prennent pas, il y aura d'autres États qui se feront aussi porteurs et qui voudront être acheteurs. Et la condition sera toujours la même. Ce sera le pays qui doit aussi être bénéficiaire, c'est-à-dire le Congo, le peuple congolais. Et nous avons besoin de cet argent, non pas pour les ministres qui se barrent, certains malhonnêtes, avec l'argent. Non, nous devons rationaliser ce que nous allons mettre en place pour le Congo. Et c'est pour ça que je dis que l'accord est important, parce qu'il va y avoir pas seulement les Black... Le Black Power, oui, comment on les appelle mais il y aura encore aussi, les militaires de cette société mais il y aura privée, aussi là. autre Hein? chose. Blackwater. Ah oui, Black World Order. Avec les militaires qui maintenant sont privés. Mais il y a aussi les marines. Hein? Et ça, je pense que les États-Unis ne vont pas se laisser marcher sous les pieds. Pas seulement pour le Rwanda, mais aussi pour le Ghana et le Kenya, qu'on se le dise. Il va y avoir un changement radical dans la région des Grands Lacs et surtout pour le Congo. Merci Anne. Je me tourne du côté de Destin. Destin, dites-nous, est-ce que vous qui vivez dans la partie orientale, vous n'êtes pas de l'Est, mais vous êtes Congolais qui habitez la partie orientale, est-ce que ce deal suscite un espoir dans le chef des Congolais de cette partie du pays? Très bien. Moi, je pense que, s'agissant de l'accord qui sera signé d'ici les 15, c'est vraiment
un événement très attendu par la population de l'Est, qui longtemps a été meurtrie, longtemps a été violée, violentée, torturée même. Et moi-même, je vous dirais, avant d'arriver sur ce plateau, j'ai eu un coup de fil d'un grand-père qui vit au village qui me demande, nous attendons les 15. Pour dire que c'est un événement très attendu par la population congolaise en général, et plus particulièrement celle de la province du Nord et du Sud Kivu, ou de l'Est, si on peut le dire comme ça. Et pour la population, il serait très important, vraiment, encore je l'ai dit, très important, que l'accord qui sera signé les 15 ici dans 2 jours, que ça soit à l'intérêt de la population congolaise et non aux autorités congolaises. Oui, José Kimono dit qu'il ne faut pas que... en fait, le Congolais, malheureusement, risque de ne pas se retrouver, même si on va parler du Congo dans cet accord. On voit l'exemple TFM, les Américains, Frappmauer, ils étaient là, mais ils les ont vendus aux Chinois, ils ont cédé aux Chinois. C'est l'exploitation du cobalt qui intervient dans la fabrication des voitures électriques. Ils les ont quittés. Ils étaient à moins dans l'exploitation du pétrole. Ils ont cédé aux franco-italiens, les Perenco, hein, Perodoro. Oui. Vous êtes informés. Oui, oui. Dans l'Est, ils étaient également dans une entreprise. Si vous pouvez rafraîchir ma mémoire. Alphamine. Alphamine. Est-ce qu'ils sont encore là? Encore là, oui, oui. Les Américains sont là. Justement, ils sont encore là. Alors, maintenant, comment ceux qui ont laissé aux Chinois cherchent-ils à venir ici? Et puis, le modèle américain, ce n'est pas les entreprises de l'État comme les Chinois l'ont fait du temps des Kabila de quoi? Chien, ou bien, ce n'est pas 5 chinchards. Donc, comment on appelle? 5 chantiers, voilà, ainsi de suite. Bon, c'est autre chose. Ça, c'est le capitalisme chez les Américains. Oui. Les entreprises n'appartiennent pas à l'État, mais c'est les privés qui ont plus la fortune. Alors, comment vous comprenez la chose? Voilà, je disais, vous êtes aussi dans le secteur des mines. Nous sommes dans le secteur des mines, justement. Oui. Pour le Nord Kivu, nous avons une grande société minière qui est Alphamine, BC Mining, ABM, et qui est d'ailleurs encore au Nord Kivu, dans le territoire de Walikale. C'est une société qui exploite en caractère industriel. Donc, pour ceux qui savent la question minière, ont déjà compris qu'est-ce que ça signifie exploitation minière industrielle et exploitation minière artisanale. Et c'est ce que j'ai dit bien avant. Nous voulons que ce qui sera fait les 15, que ce soit à l'intérêt de la population. Je crois, Madame vient de le dire, ce n'est pas normal que là où on exploite les minéraux, il n'y a aucune télévision, il n'y a aucune route, il n'y a aucune bonne école comme les écoles que nous voyons en France, en Angleterre. C'est tout ce qu'on dit, que cet accord soit à l'intérêt de la population congolaise, donc qui ait de l'impact par rapport à ce qui sera signé visiblement sur le terrain. Et ce qui est pire, on tue les populations environnantes de ces sites miniers. On les massacre. Justement, cette population a même beaucoup de risques sur le plan environnemental, parce que là où on est en train d'exploiter les minéraux, et il y a beaucoup de risques sur le plan environnemental qui ne sont même pas calculables. Et beaucoup déjà, et les gouvernements et les sociétés ne tiennent pas compte de tout ça. Et après, nous allons d'ailleurs comprendre que les minéraux sont des ressources qui sont épuisables. Après, quand le minerai va se terminer là-bas, il y aura des trous, il y aura des vides qui vont rester là-bas. Qui va combler ces vides? À qui va profiter ces vides et à qui profite d'ailleurs tout ce qui est comme danger sur le plan éducation, sur le plan santé, par rapport à la population riveraine de là où il y a l'exploitation des ressources naturelles. Très bien. Donc, mais je vais me tourner du côté de Johnson Ishara. Johnson, vous vous souvenez, la fois passée, on a pleuré ensemble, vous et moi, sur le plateau
vous vous souvenez? On ne va pas pleurer aujourd'hui. Oui, aujourd'hui on ne va pas pleurer. Je me souviens que vous avez basculé en politique. Bon, c'était une transition. Mais heureusement, vous êtes revenu. On n'ouvre pas cette page. Mais dites-nous concrètement, même si on signait le deal avec les Américains, mais ce ne sont pas les Américains qui vont nettoyer au sein de l'armée les officiers affairistes qui roulent avec... c'est Wangler, ou Wangler, c'est quoi? Comment vous appelez ces véhicules-là? Bon, hein? Moi, je suis villageois, je ne connais pas. Et puis, tous ces affairistes qui traitent avec la partie rwandaise, ce ne sont pas les Américains avec Black Warrior qui vont nettoyer nos forces armées et même les forces de la police. Oui, je suis d'accord avec vous. Je pense que le problème du Congo, souvent, sont attaqués du très mauvais pied parce qu'on fait toujours un très mauvais diagnostic de le départ. Les diagnostics aujourd'hui, c'est quand vous allez suivre les gens qui ont l'habitude de se concentrer sur la forme, ils vont crier, voilà, je suivis même un cadre d'un parti au pouvoir qui a dit, mais désormais, même si vous avez un certificat d'études primaires, avec l'accord entre voilà, les États-Unis et la RDC, vous toucherez les salaires minimums de $500. Et ça, c'est la forme. Les gens ont... Mais en réalité, le Congo, nous le disons tout le jour, le Congo ne peut jamais décider de quitter le point dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, où nous pouvons dire à haute voix que nous sommes dans un gouffre. Nous ne pouvons pas imaginer que quelqu'un va venir nous faire sortir de ces gouffres si nous ne décidons pas nous-mêmes. Alors, en voyant même cet accord, on a l'impression qu'on est en train d'amener l'imaginaire congolais à croire que ce sont les Américains qui vont nous aider aujourd'hui à nous sortir de cette insécurité criante. Une insécurité dont le président lui-même l'a dit plusieurs fois sur le média, que son armée est infiltrée. Quand le chef d'État lui-même dit ça, ça fait quand même de la chair de poule. Donc aujourd'hui, c'est qu'on a dénoncé hier. C'est une situation connue depuis votre Wenge de Sun City. Vous avez mis, c'était un fourre-tout, on a mis tout le monde brassage, mixage. Le président n'a pas dit quelque chose que le peuple ignore. Oui, donc j'étais en train de vouloir dire, depuis l'accord entre la République démocratique du Congo et la Chine, je pense que ce contrat était appelé un contrat léoné. Le contrat léoné, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui gagne plus que l'autre. Alors nous avons vu ces contrats être critiqués par le pouvoir en place, où on a dit non, on doit mettre fin, d'ailleurs on doit revoir. Et il y a eu même des réformes pour... On a révisé, il fallait réviser contrats, ça. Oui. Bon, maintenant aujourd'hui nous sommes face à un autre contrat. Ce contrat-là, pour moi, c'est entre la souveraineté du Congo et le minerai. C'est-à-dire la sécurité, c'est un secteur régalien de l'État, où on va dire c'est un pays qui veut nous aider à nous sécuriser. Et au besoin, j'ai entendu madame dire qu'on risquerait d'avoir même des forces spéciales autour de nous pour nous aider. Et moi, je trouve, du point de vue fond, c'est aussi un autre danger. Un autre danger parce que j'estime qu'en réalité, avant que le Congo ne se lance sur cette voie-là, il y a un travail de fond qui doit se faire à l'intérieur. Et à l'intérieur, c'est au sein des Congolais. Parce que dans ce pays, nous avons connu des gens qui ont eu des bonnes intentions, qui sont venus dans ces pays, et après ils ont dit, on n'y arrive pas, on va rentrer. Mais parce qu'aujourd'hui, on peut poser la question avec tous les milliards de dollars que la MONUSCO a gaspillé dans ces pays, pourquoi rien n'a marché dans les secteurs de sécurité? Qu'est-ce qui a empêché? Alors, nous avons un pays qui travaille sérieusement sur le capitalisme et avec un président de la République qui est généralement un homme d'affaires. Il faut également rappeler que l'initiative de cet accord a été prise entre deux hommes. C'est Trump et Elon Musk. Aujourd'hui, Trump et Elon Musk ne sont pas de bonne humeur entre les deux. Qu'est-ce qui s'est passé? Sachant que même le minerai qu'on retrouvait en République démocratique du Congo allait aider également l'entreprise de Elon Musk. Mais cette rupture
est-ce que c'est un signal? Est-ce que c'est un arbre qui cache la forêt? Voilà. Alors, on va nous dire également... Assez rapidement, pour ne pas vous laisser raconter tout, mais monsieur Sekimonyo, vous sentez cette crainte-là? Vous pouvez nous éclairer, vous qui connaissez le système américain? Je dis plutôt, c'est pas la faute des Américains. C'est notre faute, c'est notre politique économique. On est en train de troquer, comme vous le dites, mais je peux le dire facilement, peut-être facilement, c'est le minerai pour la paix, non pas pour le développement. Alors, nous, on va aux États-Unis, on leur dit, on vous donne ça, vous nous garantissez la paix. Et les Américains n'ont pas besoin d'envoyer des militaires en RDC. Ils ont seulement besoin de dire à Kagame, c'est un prix très réduit pour eux d'avoir l'accès à nos minéraux. C'est de notre faute, à cause de la politique économique de développement. Par exemple, je donne un exemple, je dis les minéraux rares de la Chine. Les minéraux rares de la Chine sont très importants pour les industries chinoises. Le cobalt congolais ou le coltan est très, comment on appelle ça? Il y a beaucoup d'intérêt pour l'économie congolaise, pas pour les industries congolaises. Ça, c'est un point de vue différent. Par exemple, les matières rares de la Chine, c'est parce qu'ils doivent faire les armes et tout ça. Mais chez nous, c'est pour l'export. Et juste pour dire un point, quand on continue à dire que l'armée congolaise est infiltrée, je dis non, on exagère. Ouais. L'armée rwandaise est aussi infiltrée. Les gardes des corps de Kagame, ce sont les Lingala Fonte. Mais le traître, il faut comprendre pourquoi il trahit. Il y a toujours, c'est pour ça qu'on appelle l'espionnage et la contre-espionnage. C'est un jeu, on doit entendre, mais le plus grand problème, c'est notre politique économique depuis 1960. On veut toujours dire, on va vendre, au lieu de développer des industries en RDC, pas seulement pour raffiner le coltan, mais pour en faire des choses qui vont donner qu'on domine un certain secteur de l'économie mondiale. On doit changer. Précision, détail. Moi, je voudrais ajouter quelque chose concernant ce que vous avez dit sur la Chine. J'ai lu ce matin, j'ai l'information, que la Chine a proposé de faire aux États africains de ne pas donner de taxes tarifaires. Mais elle n'a pas précisé si c'est les importations brutes ou manufacturées. Quoi qu'il en soit, c'est une guerre ouverte. D'autant plus que Trump a pris des décisions concernant 12 pays qui ne peuvent pas obtenir le visa, et la Chine essaye de se faufiler et pour prendre la place. Mais c'est un échec. C'est un échec total. Pourquoi? Parce que, d'abord, ça ne correspond pas à la mentalité africaine. Les Africains ont traité du fait de l'histoire de la colonisation et de la décolonisation, entre guillemets, ont traité exclusivement avec le monde occidental. Et le monde chinois, la manière d'agir, ça leur échappe. Il y a beaucoup d'éléments qui leur échappent. Donc, la Chine sait qu'avec l'accord que fait le président Fachi, elle a perdu énormément. Mais c'est aussi, en grande partie, sa responsabilité, puisqu'elle a fraudé, elle passait par le Rwanda en prenant des matières premières qui venaient du Congo, et aussi bien l'or qui venait de certaines d'autres régions. Donc, c'est difficilement pardonnable. Et surtout, on a vu hier qu'entre Chinois, ils se bagarrent sur un carré minier. Donc, on a vu cette image-là. On a vu cette image. On évolue. Ça, c'est très important. La Chine, il y a une guerre âpre entre les États-Unis et la Chine sur le continent africain. Alors, on évolue dans les questionnements. Kagame, vous l'avez annoncé, qu'il serait en Allemagne malade, vrai malade ou vrai faux malade. Alors, c'est que, au-delà du deal ou de l'accord stratégique, il n'y aura pas signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Est-ce que le Rwanda n'est-il pas en train de jouer avec la montre pour tirer le bras de son côté? Non, parce que le false flag d'assassiner les propres frères Tutsis,
c'était Kagame. Ce n'est jamais le peuple congolais qui a tué les Tutsis. C'est lui, 900 000 personnes. Et cette manière de présenter les crânes, on n'a jamais vu ça. Hein? Faire venir les gens, regardez, regardez. Si bien qu'il y a eu un flottement contre le Congo, mais aidé par qui? Par Kanembe, alias Faux Kabila, Joseph Kabila. Donc il y a eu un accord tacite de faire porter le chapeau sur le peuple congolais qui n'était pour rien. Et ça, les Occidentaux sont en train de se réveiller. Je ne parle pas des dirigeants, je parle des peuples. Je parle parce qu'il y a un réveil qui se fait contre le sionisme mondialiste. C'est-à-dire les démocrates. Ceux qui, pendant 50 ans, ont voulu faire l'État secret. Hein? Maintenant, c'est en train de craqueler de tous les côtés. Voilà. Un mot, c'est sur cette question. Déjà, il y a fuite du document de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Qui peut avoir fait fuiter ces documents? On sait par analyse, hein, qui gagne de la fuite de ce document pour arrêter le deal? C'est le Rwanda. Qui crie en premier que ces documents risquent d'entraîner qu'il n'y ait pas de signature d'accord? Ces documents n'ont pas dit grand-chose. Hein? On dit seulement que le Congo dirait que le Rwanda quitte la RDC. C'est ça. Mais quand on crie, on voit un document sortir et c'est le premier qui en fait toute une histoire, on sait, on peut pas avoir la certainté 100%, mais je peux vous dire, toutes les indications, tous les traits, tout ça nous indique que c'est le Rwanda qui a fuité. Et pour vous dire, même après avoir signé le 15, si le Congolais pense c'est la fin, c'est qu'ils sont en train de se tromper. C'est pas la fin. C'est pas la fin. La signature de la paix, des accords, on a signé plusieurs fois, c'est pas la fin parce que le Rwanda, c'est pour sa survie politique qu'il a besoin d'infuser, de trouver où trouver l'argent. Tant que le Rwanda n'arrive pas à trouver l'argent ailleurs, il viendra toujours chez nous pour faire du bruit. Et tant qu'on signe un accord de paix, d'une façon, on sanctifie ce que le Rwanda fait. Parce qu'on signe un accord de paix, mais on ne signe pas quelque pour le sanctionner. Quelque part, c'est un mauvais joueur ou un mauvais garçon qu'on est en train de gâter. Et ça ne va pas s'arriver. Si on pense que le 15 c'est fini, on est en train de se tromper. Ces mots sont en train de changer de technique, ils vont continuer à le faire. Et voilà. Est-ce que vous êtes d'accord que cet accord, même si on ne connaît pas son contenu, on fait fuiter quelques éléments, vous êtes d'accord que cet accord risque d'être une sorte d'un chèque en blanc accordé au Rwanda pour faire tabula rasa sur les crimes de guerre, crimes contre l'humanité? Oui, je pense que, tel que le co-débatteur l'a dit, c'est une façon pour les Rwandais de vouloir nous déstabiliser encore une fois de plus, en fait qu'il y ait des tensions à la population ou à la communauté congolaise. Le fait d'avoir fait fuiter certaines clauses de l'accord. Justement, en fait que la solution ne puisse pas être trouvée directement. Et surtout que c'est pour son intérêt, ça c'est un de deux. Les Rwandais ont un intérêt de continuer toujours à nous gérer comme ça, 2 jours, 3 jours. Parce que si on peut se poser encore une fois, nous tous ici, la question qui profite de tout ce qui se passe à l'Est, c'est les Rwandais. Il est en train d'exploiter, il est en train de tirer l'argent à des taxes à la population, il est en train de cultiver les champs et consorts. Donc pour les Rwandais, le fait de fuiter les documents, c'est une façon encore pour nous de nous tarder ou de nous faire dormir debout, en fait que nous puissions encore continuer à nous chamailler entre nous les Congolais. Vous avez par moment des vraies informations. Dites-nous, Johnson Ishara, le vrai message de Bintou Keïta au M23 et l'AFC, le vrai message. Allez dire aux occupants que, voilà, la MONUSCO, sa mission, c'est celle-ci. Qu'est-ce que ces occupants ignorent de la mission de l'ONU? Dans certains médias, on dit qu'il est allé transmettre le vrai message de Washington, il faut quitter. – Est-ce que c'est juste une distraction?
Bon, ça ne peut pas être une distraction. Je pense qu'on ne peut pas Vous interdire... avez les canaux d'information Oui, de Goma. On ne peut pas interdire aux politiciens de faire la politique. Ce que Bintou Keïta était en train de faire, c'est de la politique internationale. Et tout ne peut pas être relayé sur la place publique, certainement, et le parti transmettre un message. Et le message que nous aimerions entendre de cette crise, parce que je pense qu'on a longuement peiné avec ce qui se passe au Kivu. Monsieur Fabien, je peux vous dire sur ces plateaux qu'en 1996, lors de la guerre, j'avais l'âge de 7 ans. Et j'ai fui la guerre à pied avec mes parents jusqu'à plus de 400 km. Je suis arrivé à un endroit que M. Kimonyo peut connaître très bien, les camps des réfugiés de Mugunga. À l'époque, c'était des réfugiés rwandais qui étaient là. Nous étions en train de fuir Goma, au marché à pied. En arrivant là, il y a eu des affrontements et nous nous sommes retrouvés entre les deux feux. Il y a des personnes qui tombaient et les sangs tombaient sur nous parce que nous étions de courte taille. De longue taille étaient en train de tomber. Et nous avons vu ça dans notre enfance. Donc, je viens de cette province-là, dont on a enterré vivant plus de 250 personnes dans une fosse commune à Kishiché. Après la guerre, après les affrontements, les Ouazalènes ont disparu et les militaires qui ont avancé vers Kishiché, ils ont commencé à ramasser des civils. On les a mis dans une fosse commune et même ils ont creusé et on a commencé à les enterrer vivants. Je viens de cette ville-là. Je viens de cette province et je viens de la ville de Goma, M. Fabien. Déjà, d'après les statistiques qui ont été données par le gouvernement nous a parlé de 8500 personnes. 8500 personnes tuées à Goma. Mais des bilans des ONG sont allés même jusqu'à 15 000. Je parle de cette ville dont j'ai été président du Parlement des jeunes pendant 4 ans. Beaucoup donc, vous reconnaissent. Donc, et puis, voilà. très actifs dans la ville. Voilà, donc je ne peux pas comprendre. Parce que nous sommes à une période où il y a des gens qui veulent protéger soit leur pouvoir, soit leurs intérêts, et qu'on nous dise, voilà, nous avançons pour la raison du développement du Congo, on oublie tout ça, et l'accord là dont on parle, je pense, nous étions dans une voie où le Rwanda sentait quand même que diplomatiquement, enfin, il y a certaines réalités qu'on ne peut plus cacher aujourd'hui. Parce qu'il y a un pays qui a décidé d'agresser l'autre pendant toutes ces années. Je peux rappeler ici à la face du monde que la RDC n'a jamais franchi même 1 mètre de son territoire pour aller au Rwanda. Mais depuis 1996, c'est ces pays-là qui avancent chez nous. Et quand ils entrent chez nous, il y a des personnes qui sont tuées innocemment. Alors, est-ce qu'à un moment, on va dire, oublions ça? Je rappelle, si l'aîné Sekimonyo peut également, sous son contrôle, il est de Rutshuru, mais Kishiché, c'est dans Rutshuru. Les chefs coutumiers n'existaient plus. Ils ont amené quelqu'un d'autre qu'ils ont installé là-bas. Il y a un système de formatage qui est vice-ministre de l'Intérieur. Non, vice-ministre en charge des affaires coutumières. Voilà, il a été remplacé. Il y a un système de formatage qui a commencé depuis Bunagana, où même le manuel scolaire ont été changés. Dans la ville de Goma aujourd'hui, on est en train d'abattre des gens à bout portant la journée et on a réduit au silence tout un peuple. Non, la vérité c'est qu'on veut bien que nous pensions sur des aspects de développement, des aspects d'industrialisation, des aspects de cohabitation. Mais il faut que la justice soit rendue. Et au prix de quoi? En tout cas, si ça nous coûterait également nos vies, mais je voulais voir des Congolais qui vont se dire, nous sommes prêts. Mais il faut qu'il y ait la justice. Parce que même après la Seconde Guerre mondiale, on a vu le tribunal de Nuremberg qui a été installé. Nuremberg, c'était justement pour châtier tout ce qui était à l'origine des massacres en Europe. Mais pourquoi avec tout ce qui se passe? Monsieur Fabien, je parle de cette ville qui a perdu 15 000. Vous imaginez un peuple, 15 000 cadavres, où vous avez vu même des vidéos. Des enfants avec des charrettes, brouettes, en train de ramasser des corps. Et on veut nous dire, au nom de la paix dans la région, on oublie, on avance, voilà, diamant, coltan, on avance. Non. Je pense que les responsables, que ce soit au Rwanda, que ce soit certains de nos compatriotes qui ont lâché, on devrait quand même arriver à cette justice transitionnelle. L'ONG américaine Human Rights Watch, au-delà de ce deal, est en train de réclamer que justice soit faite et qu'on juge les criminels. Il semble que Kagame aurait
un entretien avec son frère à Londres pour lui dire que ceux qui l'ont soutenu sont en train de le pousser vers la justice pour tous ces crimes commis dans les Grands Lacs. Nous prenons cet aspect. Succès diplomatique, oui. Conseil de sécurité, Assemblée générale de l'ONU, oui. CEAC, Kagame est en train de déplorer le jeu de Tshisekedi, qu'il dribble tout le monde, qu'il manipule tout le monde. Il est bien sûr que les voix s'élèvent. Mais l'armée rwandaise est toujours sur notre territoire. Sekimunyo Joe, est-ce que cette communauté internationale est-elle impuissante? Qu'est-ce qu'elle doit à Kagame? Il faut faire la part de choses pour moi. Oui. C'est qu'on n'est pas en train de jouer à l'offensive. On est toujours à la défensive. On veut faire que Kagame arrête de nous frapper dessus. On ne cherche pas à frapper Kagame. On a parlé de comment on appelle ça, économique, des sanctions économiques de la part de la RDC contre le Rwanda. On doit le faire mal. Jusque-là, Kagame, son plus grand problème, ce n'est pas le Congolais, c'est ses frères Tutsis. C'est le Tutsi au Rwanda qu'il est en train de s'attaquer. À l'intérieur, il y a un certain malaise que les autres en profitent. Deuxièmement, on doit se dire aussi, c'est l'erreur égotistique de Kagame qui s'est fait des ennemis. Nous, on en profite indirectement. Mais on doit comprendre, est-ce qu'on va continuer à jouer ces jeux et gagner toujours par le hasard du match, tout ça? Parce que Kagame, quand la France ou la Belgique s'attaque à Kagame, ce n'est pas parce qu'elle nous aime. C'est un pays colonisateur qui s'est vu un petit nègre lui tenir la tête. Il en a profité derrière nous pour le frapper. Est-ce qu'on va changer la politique pour être politique agressive? Et juste faire un point pour dire, les gens qui pensent que les États-Unis et la Chine sont en guerre ou pour le Congo, ils ne comprennent pas que la guerre entre les États-Unis et la Chine, ce n'est pas la guerre froide nucléaire. C'est une guerre économique entre deux pays qui sont tissés. Tu fermes là-bas, moi je ferme ici. Ils ne vont jamais se tuer pour la RDC. On a vu, vous avez cité les Américains sortir, vendre aux Chinois, les Chinois vendre aux Américains. On ne doit pas compter sur eux et penser que leur friction du moment qui va amener à sauver la RDC. La Chine n'a jamais perdu en Afrique. Ils sont en train de se balancer, mais à la fin de la journée, ils vont se rencontrer à Doha, ils vont se rencontrer à Londres et signer d'autres contrats. Et nous, on sera sacrifiés. Alors, Anne, il y a la résolution 1373. Le monde est-il impuissant devant Kagame en perte de vitesse? Pourquoi ne pas faire appliquer la résolution 1373 du Conseil de sécurité de l'ONU? Et Bintou, écoutez, il trouve le temps d'aller un peu prendre de l'air frais à Goma pour rappeler aux occupants la mission de l'ONU au Congo. Ben, justement, il y a l'envoyé Mme Keïta qui est là. Elle est déjà au Rwanda, à Goma. Oui. Elle est à Goma, elle est à Goma. Elle est à Goma. Oui. Et il y a eu, je ne sais pas combien, d'abord 100, à peu près 100 autobus de 100 places. Donc ils sont en train de dégager. Parce qu'ils ne vont plus avoir affaire au Congo. Vous y croyez que ces gens sont en train de partir? Il y a un revirement profond qui se fait pas seulement sur le Congo. Il se fait partout. Ceux qui prennent encore, c'est la France. Mais c'est en train de craqueler. Regardez un petit peu comment maintenant les gens parlent. Les gens parlent que Kabila est un Rwandais. Écoutez, moi je l'entends partout maintenant. Ça, ils commencent, les Congolais commencent à dire ouvertement, nous avons été occupés, nous avons été bafoués, nous avons été assassinés, et ils commencent à le dire. C'est les collés, les remous, mais il y a une lame de fond qui se prépare. Et ça, moi j'y crois. J'y crois parce que je vois comment, aux États-Unis,
c'est la loi martiale, mais ils ne le disent pas. Puisque Trump, lui, il prend, par décret présidentiel. Quand on fait les lois par décret présidentiel sans passer par le Congrès, ça veut dire que c'est la loi martiale. Et c'est en train de tout détruire. Regardez quand il a dit que Biden a été assassiné en 2020 et que c'était un sosie. Donc il y a quand même quelque chose qui se fait en profondeur, et c'est ça qui fait peur à Kagame, et c'est ça qui fait peur à Kabila. Regardez, Kabila à Kanembe, hein, et il a demandé l'asile politique à Cuba. Et il s'est rendu compte qu'il sera trop près des États-Unis, il sera éliminé. Il a demandé à l'Argentine, maintenant au Kenya, mais Ruto, lui aussi va sauter. Alors, écoutez, c'est une lame de fond qui va toucher tout le continent africain. Et ça, je pense que nous sommes vraiment dans les prémices d'une révolution, d'une renaissance comme celle que nous avons eue en France en 1789, mais qui n'a touché que le tiers-État, pas le peuple. Mais là, c'est vraiment tout le monde qui est en train de se rendre compte. Moi, je vais vous dire, non pas parce que c'est moi qui l'ai dit et que je fais l'émission, mais il m'arrive d'aller sur les marchés. Et on me reconnaît, me dit, c'est vous, Kabila est rwandais, mais c'est grâce à vous. Je dis, bon, ce n'est pas que j'attire le profit, c'est pas ça. Mais je veux dire que je suis contente que maintenant tout le monde en parle et que finalement, j'ai ouvert la route. Parce que ce qui compte quand on vient ici, c'est pas de faire tant de voix, mais de voir que finalement, les gens réfléchissent. Et ça, c'est important. Très c'est important. Oui. Les gens réfléchissent. Destin. Kabila est sur place. Il est entré, il est ressorti, il est revenu, et puis il va visiter le centre des formations des terroristes. Et puis après, il commence à accorder des audiences, société civile, les pasteurs, les imams et tout ça. Bon, finalement, à quoi joue Hippolyte, le commandant Hippolyte? Moi, je voulais dire d'abord que... C'est le démembrement du pays en marche? Moi, je voulais dire que il n'y a pas de fait sans justice. Pourquoi? Parce que tout ce que nous faisons, même après 10 ans, même après 5 ans, ça aura toujours de l'impact, soit négatif ou positif envers nous. Il est vrai que Kabila est à Goma, il est en train de faire des consultations. Et moi, de mon analyse, je pense que nous, en tant que les citoyens congolais, qui sont à l'abri, donc qui ne sont pas à Goma et à Bukavu, on ne peut que d'abord observer, est-ce que les consultations, c'est pour une opportunité à la RDC, ou est-ce que c'est un piège, ou est-ce que ça aura d'une solution durable, parce que j'en profite nous avons besoin de la paix, et une paix qui est durable. De quelle manière ça viendra, mais nous on a d'abord besoin de la paix. J'en profite pour poser cette question. Quand de la patrie m'aide Martin Fayulu qui cache justement cette proposition de l'opposant principal au régime de Tshisekedi? Oui, moi j'ai aimé d'ailleurs l'attitude de Martin Fayulu, parce qu'il est allé directement vers le président. Et c'est un bon acte que d'autres Congolais peuvent emboîter. Étant donné que nous tous nous sommes demandés à apporter notre édifice pour la paix en RDC. Parce que ce n'est pas seulement pour nous, mais c'est pour aussi la génération qui viendra après nous. Et si on n'a pas bien profité de ce temps que nous sommes encore vivants sur cette terre, c'est que les enfants qui viendront après nous vont nous condamner d'une manière ou d'une autre. Voilà. Johnson, le camp de la patrie, proposition qui implique le pacte des évêques catholiques et protestants. Comment avez-vous trouvé la proposition de Martin Fayulu dans la recherche toujours des solutions au problème
au problème sécuritaire? Oui, je pense que c'est un acte courageux, comme mon collègue venait de le dire, mais un acte qui a soulevé beaucoup d'autres questionnements, parce que déjà, il y avait quelques jours que Martin Fayoulou avait signé un autre communiqué conjoint avec Kabila, où ils étaient en train de monter au créneau par rapport à la mauvaise gouvernance. Et ça n'a pas pris 3 semaines pour que, voilà, ils disent, voilà, je me rends compte que la personne avec laquelle je signais se retrouve à Goma. J'ai décidé d'aller voir le président de la République. Bon, voilà, ça, je pense, la réponse à cette rencontre de Martin Fayoulou et le président de la République, la réponse a été donnée par M. Jean-Pierre Bemba, qui est venu maintenant dire, voilà, si vous nous demandez de suivre la démarche des prêtres, la Senko et les CC, ce que vous nous demandez d'aller nous asseoir sur une table où les gens sont en train de nous préparer à devancer le président. Et la réponse, on l'a compris, donc, ils ne sont pas d'accord avec cette démarche. Mais de l'autre côté, je me sens quand même, vous savez la responsabilité que nous avons comme citoyens, M. Fabien. Je veux bien que les gens tombent parfois dans le débat sur les hommes. Mais il y a un aspect dans l'histoire de l'humanité qui m'intéresse. Quand vous lisez l'histoire de l'Amérique, George Washington, qui d'après les historiens n'est pas le premier président des États-Unis, qui est le premier président serait un noir, mais qui n'est pas connu de l'histoire, bon, on le prend quand même comme le premier président des États-Unis. Il n'était pas d'origine américaine, était d'origine britannique. Ces grands que nous avons connus en France, Napoléon Bonaparte, n'était pas d'origine française. Même Nicolas Sarkozy n'a pas des origines françaises. Est-ce que ces hommes n'ont pas fait ce qu'il fallait pour leur pays? Donc, je refuse à un moment. Est-ce qu'ils ont usé de l'usurpation? Ce que nous refusons à un moment, je pense que il y a des histoires, il y a des faits qu'il faut ne pas oublier de dire à une génération quelconque. Mais nous refusons parfois qu'on tombe dans une incitation à la haine qui ne favorise pas la cohésion. Parce qu'à un moment, si on pouvait dire, je veux bien qu'on dise, voilà, il était ougandais. Je sais que même Mobutu, on disait qu'il était centrafricain à un moment. C'est parti dans tous les sens. Je pense que nous avons, à un moment, nous tombons sur ce débat parce qu'on nous haït dans notre faiblesse de ne pas à travailler sur la culture de l'excellence. Vous savez, la culture de l'excellence consiste à quoi? On pense que tout ce qui est mal, c'est du Congo. Tout ce qui est bien vient de l'extérieur. Et je ne souhaiterais pas que pour des plateaux majestueux comme celui-ci, qu'on vienne nous rappeler que quelqu'un qui a dirigé le pays pendant 18 ans, il avait tout le pouvoir de faire de ce pays tout ce qu'il pouvait. Mais pourquoi il ne l'a pas fait si jamais il était d'une nationalité étrangère? Donc je pense que le bénéfice du doute vers ce que nous restions à un moment souverainistes. Souverainistes, c'est-à-dire nous reconnaissons qu'il y a des lois qui nous régissent, reconnaître également que nous avons une très grande nation à défendre. Et nous amener dans le débat, ça tombe dans les stratégies de manipulation de masse qui consistent à désorienter l'attention d'un peuple. Aujourd'hui, le problème de Kinshasa sont les embouteillages. Le problème de Kinshasa, c'est qu'aujourd'hui, les braquages commencent. Donc, on ne peut pas nous amener... Ne faisons pas l'amalgame. Oui. Faisons pas l'amalgame. Pour dire, vous savez que la vérité, on dit, la vérité libère. À un moment donné, il faut qu'on restitue au peuple la vraie histoire. Il ne faut pas la falsifier, c'est très important. Les discours, par exemple, incitation à la haine, ceci, ça c'est le discours de Kigali. Hein, c'est le discours. Les Congolais entre eux, ils ne sont pas dans la haine et autres. C'est le discours de Kigali, autres. Donc ne confondons pas les choses, c'est très important. Ce que vous dites est vrai. On a une nation sauvegardée. Thomas Tissé niveau, il y a débat. Voilà. Parlons des hommes, des idées et non pas des individus. Voilà. Moutabazi, c'est la dernière prise de parole. J'allais dire, Jason, je m'excuse, ce qui t'est arrivé dans ta vie, ça ne m''a jamais arrivé. Je n'ai jamais vu des gens tomber et ceci. J'évite de parler de cela parce que ça me rend moins rationnel dans mes idées. Je suis des Rutshuru, mais je pense qu'il faut parler Rutshuru, il y a le chef coutumier, tout le monde qui est payé, il y a le Vunaban sénateur. On me force d'en dire, mais je ne vais pas là-bas. Je m'excuse vraiment, non. De moi et peut-être de la nation, je m'excuse de ce qui t'est arrivé. Mais au-delà de cela, je dis, il y a deux parts des choses. Est-ce que Kagame est rwandais?
Kabila rwandais, je me dis, bon, il peut l'avoir être, mais on devrait le juger par ce qu'il a fait. Ouais. Il a fait la sécession du Katanga, truc. Il a changé la loi électorale de 2 tours, tout ça. Il y a des impacts socio-économiques. Il a mis le poison dans cet état où on doit le juger sur les faits historiques. On doit le juger à ce moment-là. Sinon, on va l'épargner des vrais crimes qu'il a commis, surtout des crimes économiques, en disant, juste parce qu'il n'est pas congolais, on le met dans un paquet. J'ai un problème avec ça. De deux, je dis, Martin Fayulu vient de nous démontrer une fois encore que ces partis politiques, comme tous les autres en RDC, ce sont ce que j'appelle des syndicats criminels. C'est pas idéologique. C'est pas idéologique. La RDC a un grand problème des partis politiques qui ne font pas des politiques économiques, mais qui sont là, c'est derrière des hommes. Hein. C'est comme des syndicats où il y a le baron, le chef, qui partage le gâteau, les quartiers entre ses capitales. Alors, Martin Fayulu, son camp de la patrie, c'est pas logique. Il ne parle pas du SMIC, il ne parle pas quand il y a de vrais problèmes qui touchent les Congolais, et c'est à nous de comprendre cela. Mbemba, il est là, il est beaucoup plus chef d'un syndicat criminel pour avoir à l'accès à la mangeoire, comme on l'a dit, mais pas pour changer la République. Il nous distrait. On doit parler de la guerre de l'Est. La guerre de l'Est qui est fondamentalement un problème économique. On peut tout faire, mais quand vous allez à Béni, vous voyez comment la pauvreté sévit. Vous dites, comment on peut avoir la paix sans pain? Ça ne va pas exister. On doit parler économie, nous guérir économiquement, et c'est à partir de là qu'on sera guéri, qu'on va trouver la paix. Voilà. Votre dernière prise de parole, Anne Gréco, la sortie de Baïmoto, Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre, avec toutes ces réactions des catholiques, des voilà, deux affairistes, de ceci. Alors, et puis il y a la proposition de Martin Fayulu. Vous faites d'une pierre deux coups. Quelle est votre réaction? Et ça valait la peine que Bemba parle de cette Jean-Pierre Bemba, j'ai beaucoup de respect pour lui. Beaucoup. D'abord, bien avant Fayulu, il a mis en application l'article 63. Fayulu dit, hein, quand il est allé voir le président Fachi, qu'il voulait les Congolais. Attendez, excusez-moi, j'ai plus mes yeux devant le temps. Tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégralité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure. Eh bien, Fayulu a mis 5 mois après ce qui s'est passé à Goma en janvier, où on a tué 10 000 personnes. Et je ne sais pas combien de déplacés et de disparus. Jean-Pierre Bemba a sonné la Yalu. Il a demandé dans plusieurs provinces que les Congolais s'engagent dans l'armée. Donc il a appliqué l'article 63. Fayulu l'a attendu 6 mois. Attendez, c'est des scories de la Kabylie que j'appelle ça. Ce n'est pas une opposition. Alors, je l'apprécie parce que j'ai vu la réaction d'une sénatrice rwandaise. Elle était rwandaise quand elle était en Afrique du Sud. Maintenant, les Congolaises, Francine Muyamba. Quelque chose comme ça. Francine Muyamba. L'ancienne sénatrice, voilà. Francine Muyumba. Francine Muyumba. Peut-être, voilà. Donc, elle a dit, alors, Jean-Pierre Bemba, eh bien, il veut la balkanisation. Elle n'est pas rwandaise, c'est une Congolaise. Il a dit, il veut la balkanisation congolaise. Donc, ce qu'eux avaient prévu, il essaye de le mettre maintenant sur notre dos. Ça veut dire qu'ils sont complètement désarçonnés. Alors, Jean-Pierre Bemba a dit que Jeannette est la sœur d'Adrien, c'est-à-dire le père, il s'appelle Adrien, de Hippolyte Kanambe. Mais non, il est la petite sœur biologique de sa mère biologique qui s'appelle Morissette. Alors, à ce propos, j'ai quand même regardé la grand-mère paternelle d'Hippolyte Kanambe s'appelle Morissette. Sa mère biologique s'appelle Morissette.
Et il semblerait que la femme qu'il a épousée et qui est la vraie Madame Hippolyte Kaneme, et non pas Madame Olive Lembe, eh bien, elle a des enfants au Rwanda, et elle s'appelle aussi Morissette. Bon, je dois croire qu'il doit être abonné au Morissette. Mais quoi qu'il en soit, il a quand même dit des choses. Et tous les leviers, toutes les réactions qu'il y a eu, c'est parce que il était dans le jus. Il a eu la réaction du clergé, de la Cinco, tout ça. Attendez. Mais nous devons faire un État laïque. Hein? Quand je vois un évangéliste assez connu qui a perdu son épouse il n'y a pas longtemps, hein, donner des conseils pour la circulation de Kinshasa. Non, il ne faut pas se mélanger. Hein. Ils veulent faire leur prêche, qu'ils la font sur le bon Dieu et basta. Hein, et de laisser les politiques s'impliquer dans la vie politique. La Constitution va être refaite une chose, et l'accent devra être mis sur la laïcité. Nous sommes un pays, enfin, le Congo est un pays de 450 ethnies et pas de tribus. Il faut qu'on arrête avec ce terme tribal. Tribu, tout ça. Ça, c'est les Belges. Hein? Eh ben non. Merci. C'est des ethnies. Et pour ça, la seule solution, il y a plusieurs. Il y a les kimbanguistes, il y a les catholiques, il y a les protestants. La liste est longue. Il y a, la liste est longue. La liste les est longue. évangélistes. La liste est tout longue. ça. Il faut que ce soit un État laïque. Et la religion, c'est du domaine du privé. Merci, merci, merci Anna. Nous terminons, mais est-ce qu'il y a de l'espoir, en un mot, Ishara et Kadundao. Est-ce qu'il y a de l'espoir au-delà de ce que nous avons déploré? Est-ce que cette nation peut se remettre sur la bonne voie ou bien il faut seulement désespérer? Oui, il y a de l'espoir parce que nous sommes demandés ou obligés, beaucoup plus les autorités, à chercher des solutions durables et non des solutions à usage unique, pour que ceci après-demain ne puisse plus se répéter ou se répercuter d'une manière négative. Donc, les dirigeants doivent être très prudents. Les dirigeants doivent faire des accords, des discours, je le dis encore, des discours, des propos qui vont nous permettre en fait de trouver la paix et non la division ou la haine entre nous, les Congolais. Parce que le moment que nous traversons, moi personnellement, je ne savais pas si je pouvais être à Kinshasa aujourd'hui. J'allais être à Goma à l'heure où nous parlons. Mais malheureusement, suite à tout ce qui se passe à l'Est, je suis ici à Kinshasa. C'est pourquoi les Congolais, les dirigeants, les autorités sont priés de bien faire des propos qui vont nous permettre d'être unis et ne plus être divisés comme nous pouvons le prétendre dans certains discours. Merci. Monsieur Ishara, votre mot de la fin, nous bouclons ce magazine. Oui, mon mot de la fin, c'est que l'espoir est là. En tant que Congolais, nous sommes de la génération consciente, nous avons ce pays, il n'y a que ce pays que nous avons, et nous avons une obligation morale, patriotique de protéger ce pays. Et donc nous le ferons à n'importe quel prix, mais ce pays doit rester le seul héritage que nous avons. Je refuse que nous tombions dans le débat sur les identités des gens. Seul le tribunal peut changer le nom de quelqu'un, et si ces institutions ne l'ont pas encore fait, que je sois avocat ou économiste, je n'ai pas ce droit-là. Je pense que c'est normal sur ces côtés-là. Alors, s'agissant du discours de Bemba, bon, chacun est libre dans un État démocratique. On est libre de dire ce qu'on pense. Et surtout quand on est ministre d'un gouvernement dans une situation de crise, la bonne question est de savoir est-ce que ce discours valait la peine? Est-ce que c'est arrivé au bon moment? Pour moi, ce discours n'était pas opportun vu la tension dans laquelle nous sommes. On a vraiment, je pense que le peuple aujourd'hui n'a pas besoin de beaucoup de discours. On a plutôt besoin de voir qu'une situation anormale trouve des solutions qui nous ramènent maintenant dans une situation normale. Ça va nous éviter des agitations qui vont dans tous les sens et qui nous amènent dans une manipulation inutile de la population. Merci Johnson Ishara. Merci également à Destin Kadundao. J'ai bien prononcé cette fois-ci, Kadundao. Oui, voilà, merci à
José Kimonyo, Montabazi, merci à Anne Gréco, ce n'est pas Grégo, Non. Gréco, Gréco. comme la Grèce antique par exemple. Alors, ce pays, nous n'avons que ce pays. Les invités l'ont dit, et nous avons le devoir de travailler pour son bien. C'est très important parce qu'il nous donne, il continue à nous donner, et c'est le seul pays que Dieu nous a donné. C'est possible de refaire mieux les choses, mais je n'ai jamais vu un peuple comme celui-ci, avec une élite comme celle-ci. Le pays est agressé en guerre, mais les gens se battent pour des individus, pour défendre peut-être les beefsteaks qu'ils tirent de ces individus. Quant à nous, c'est la patrie et non le ventre d'abord. À très bientôt, avec le même plaisir. Nous travaillons pour l'unité nationale, avec une vision axée sur la promotion de la culture à travers nos 26 provinces. Koungou